Bonjour, donc une vidéo pour finir le chapitre 2 de l'immunité adaptative et donc qui commence par le grand 2, la maturation du système immunitaire. Quand on parle de maturation du système immunitaire, ça veut dire que vous l'avez compris, les lymphocytes B et les lymphocytes T sont spécifiques d'un antigène bien précis parce qu'ils ont des récepteurs membranaires qui leur est propre. En l'occurrence des BCR qui sont des anticorps membranaires pour les lymphocytes B ou des TCR qui sont des récepteurs protéiques membranaires des lymphocytes T. Alors, où s'acquiert cette spécificité euh, des lymphocytes B et des lymphocytes T? Cette maturation, elle a lieu dans les organes lymphoïdes primaires. Alors, dans la moelle rouge des os pour les lymphocytes B et dans le thymus pour les lymphocytes T. On rappelle que les lymphocytes B et T sont formés tous les deux dans la moelle rouge des os, mais que la maturation donc pour les lymphocytes T se fait dans le thymus. Pourquoi parle-t-on d'un paradoxe génétique, pardon? On sait bien que les récepteurs membranaires des lymphocytes B et des lymphocytes T sont des protéines. Et on sait que pour fabriquer des protéines, il faut des gènes. On vous dit qu'il y a des milliards de clones différents de lymphocytes B et de lymphocytes T, alors qu'on ne possède que 25 000 gènes pour coder toutes les protéines qui nous constituent. Donc, il y a un système pour pouvoir fabriquer autant de protéines différentes avec un nombre plus restreint de gènes. C'est ce qu'on appelle la réassociation génique et que vous avez dans le schéma qui est ici à l'écran ou qui est simplifié dans votre polycopier du cours. Donc vous avez compris que en fait c'est sur le chromosome 14, il y a des segments de gènes alors qui sont notés V, D, J, C. Alors la partie C, c'est qui code pour la partie constante des anticorps. Ici, on parle d'une chaîne d'anticorps, ici une chaîne lourde. Et pour former un seul type de chaîne lourde, donc on va prendre un des fragments V, un des fragments D, un des fragments J et le fragment C pour la partie constante. Donc ça va donner comme une espèce de roulette russe ou de bandit manchot de casino, de façon aléatoire, une association, donc qui peut être par exemple V32, D12, J3, plus le gène C, qui va vous donner une chaîne lourde particulière. Et de cette façon, par cette réassociation génique, on va pouvoir fabriquer plein d'anticorps membranaires ou de TCR spécifiques différents pour les lymphocytes. C'est d'ailleurs par ce même mécanisme de réassociation génique qu'on peut fabriquer plusieurs protéines, par exemple des hormones différentes, à partir d'un même gène. Ensuite, la deuxième chose importante, c'est ce qu'on appelle l'éducation des lymphocytes B et T. C'est en page 2 de votre cours et c'est ce document-là qui va nous permettre de bien comprendre. Donc, rappelez-vous, quand une cellule infectée ou quelle qu'elle soit du soi, c'est-à-dire du corps, va être présentée à un lymphocyte T, la reconnaissance doit se faire grâce au récepteur TCR du lymphocyte T. Alors, première chose, regardez ici, le récepteur TCR du lymphocyte T euh, va être conservé, le lymphocyte T là va être conservé s'il est compatible avec le CMH des cellules du soi. En gros, il faut que le lymphocyte T reconnaisse une cellule du soi, sinon il ne peut pas faire son travail, c'est-à-dire éliminer les cellules infectées. Donc supposez que le hasard ait fait que le récepteur T, le TCR du lymphocyte T, ne soit pas compatible au CMH, et bien évidemment ce lymphocyte T sera éliminé. Donc c'est ce qu'on appelle la sélection positive. On ne conserve que les lymphocytes T qui possèdent des récepteurs TCR compatibles avec le CMH. Ensuite, on a ce qu'on appelle la sélection négative des lymphocytes T. Rappelez-vous, un lymphocyte T doit être capable de reconnaître une cellule du soi, d'une part avec le CMH et avec un peptide du soi. Mais pour ce faire,
Il ne faut pas qu'un lymphocyte T soit spécifique, ici, vous voyez, d'un peptide du soi. Parce que ça voudrait dire qu'il va se retourner contre le soi. Et d'ailleurs, ces mécanismes de dérèglement peuvent être à l'origine de ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Donc vous voyez ici euh, le TCR d'un lymphocyte T qui n'est pas compatible avec un peptide du soi, mais par contre qui reconnaît le CMH. Donc ce lymphocyte T va être conservé. Par contre, un lymphocyte T qui reconnaît le CMH, c'est normal, mais serait compatible avec un peptide du soi, ça voudrait dire qu'il va se retourner contre les cellules du soi. Donc lui, il est éliminé. Enfin, concernant la sélection des lymphocytes B, les lymphocytes B qui seront conservés sont ceux qui ne sont pas compatibles avec des peptides du soi. Ici, vous avez un lymphocyte B dont l'anticorps membranaire est compatible avec un peptide du soi. Ça veut dire qu'il est susceptible de se retourner contre l'organisme, donc il va être éliminé. Enfin, nous avons la dernière partie de ce chapitre qui s'intitule Grand 3, mode d'action du VIH et survenue des maladies opportunistes. Donc ici, vous avez ce document dans votre cours qui est excessivement important, qui est un grand classique, c'est-à-dire des courbes d'évolution au cours d'un sida. Alors attention, d'un sida non traité. Donc la première période, ici, c'est ce qu'on appelle la primo-infection. Et donc si on regarde en détail, que se passe-t-il? Donc pendant quelques semaines, donc 6 à 9 semaines, on voit la charge virale qui augmente, c'est-à-dire le virus du sida qui se multiplie dans l'organisme. On voit ici en violet les lymphocytes T4 qui s'écroulent. C'est normal puisqu'ils sont attaqués par le virus, ils sont détruits, donc ils diminuent en nombre. Ceci de façon rapide. Mais on voit qu'à partir de la 3-4e semaine, on a une reprise de la multiplication des lymphocytes T4 et une baisse de la charge virale. C'est-à-dire que les virus commencent à être... la multiplication des virus diminue. Donc ça veut dire qu'il y a une réaction du système immunitaire. En l'occurrence, quelle est cette réaction? Vous avez ici la courbe rouge qui décolle au bout de 3 semaines. Donc c'est quoi? C'est les lymphocytes T cytotoxiques. Rappelez-vous, donc les LT-CD8 qui se différencient en lymphocytes T cytotoxiques. Et donc ils vont détruire des cellules infectées par le virus. Et puis aussi les anticorps, donc antivirus, produits par les plasmocytes, hein, issus de la différenciation des lymphocytes B, les anticorps qui augmentent. Donc on a bien une réponse du système immunitaire face au sida. Donc dans un premier temps, il est efficace. Ensuite, c'est ce qu'on appelle la primo-infection. Ensuite, la phase asymptomatique, autrement dit l'individu n'est pas malade, il ne présente pas de symptômes, qui peut durer plusieurs années, c'est très variable d'un individu à un autre, je répète ceci, sans traitement. Qu'est-ce qu'on constate? La charge virale est relativement stable, c'est-à-dire qu'il reste du virus mais il ne se multiplie pas vraiment, ou tout au moins tout doucement. On voit que le taux d'anticorps reste très élevé et que le taux de lymphocytes T cytotoxiques également. Par contre, on voit très bien la courbe violette où les lymphocytes T4 diminuent de façon inexorable. Et donc, il y a un chiffre barrière, environ, vous voyez ici, 300 cellules par millimètre cube. Quand on arrive à un nombre inférieur à 300 cellules par millimètre cube, là, c'est la troisième phase qu'on appelle le sida déclaré, où tout s'écroule, c'est-à-dire que les lymphocytes T cytotoxiques diminuent, les anticorps diminuent et la multiplication du virus euh, augmente de façon exponentielle. Et c'est là où on a l'apparition des signes du sida, à savoir des maladies opportunistes. Et donc en conclusion, on précise bien que si le sida s'attaque au système immunitaire, c'est en fait qu'il s'attaque aux cellules productrices des fameuses interleukines 2, ces interleukines qui stimulent absolument l'ensemble des réactions immunitaires. Donc en détruisant CLT4, on fait s'effondrer celui-ci. Merci.